prochain présentateur est Pierre Lancio. Pierre Lancio est gestionnaire national du groupe des enquêtes sur le marché du logement au Centre d'analyse de marché de la SCHL. Il est responsable, entre autres, du relevé des mises en chantier et des achèvements, de l'enquête sur les logements locatifs et de l'enquête sur les résidences pour les personnes âgées. Il a fait des études supérieures à l'Université de Sherbrooke dans le domaine des systèmes d'information géographique. Bienvenue, Pierre. Bonjour tout le monde. I'm going to do the presentation in English, but I'll be... Je vais faire la présentation en anglais, mais je me ferai un plaisir de répondre aux questions en français après, bien sûr. Alors tout d'abord, on m'avait demandé de présenter les écarts de données. Ça, c'est un projet pour l'instant. Et j'ai dit il valait mieux que nous parlions de ce que nous faisons pour l'instant. Et après, on parlera des lacunes dans les données. C'est ce dont on parle régulièrement sur les sondages. Et quand on vient ici, les gens ne savent pas exactement ce dont on parle. Alors, je pense qu'il vaut mieux commencer par ce que nous faisons régulièrement. Sophie vous l'a dit, je suis chargé des sondages à la SCHL et ça, c'est un petit peu comme la division du logement à Statistique Canada. Autrement dit, on fait à peu près le même travail que ces gens-là. Statistique Canada, pas tout à fait la même chose, mais il y a des recoupements et des similarités. Alors, pour ce qui est des enquêtes, c'est notre activité régulière, surtout pour les assurances. Je ne vais pas vous parler de cela, vraiment. Je vais parler de l'enquête et des initiatives en cours. Nous avons 8 grandes enquêtes que nous menons parfois mensuellement, trimestriellement, annuellement. D'abord, la plus importante, c'est celle du relevé des mises en chantier et des achèvements. Il y a l'enquête sur les logements locatifs, visant les logements construits expressément pour le marché locatif. Tout ce qui n'est pas marché locatif, c'est un marché secondaire. Nous avons aussi une enquête auprès des copropriétaires, donc de condominiums, et ensuite enquête sur les résidences pour personnes âgées. L'essentiel de nos sondages porte davantage sur le côté de la demande que sur celui de l'offre. La demande nous intéresse évidemment, et je vais en parler dans la deuxième partie de mon exposé. Dans la plupart des enquêtes, nous nous intéressons aussi un petit peu à l'offre, c'est-à-dire les constructeurs, les gestionnaires de propriétés dans le cas des immeubles locatifs et autres. Première enquête, c'est les relevés de mise en chantier des achèvements dans des régions géographiques différentes, et l'objectif général est de suivre la construction résidentielle, son allure en général. Il y a 2 étapes, c'est-à-dire un début, à partir du moment où on fait un trou et on bâtit les fondations, et il y a un autre constat, c'est à la fin. Et enfin, il y a l'absorption. On utilise cela ici, à la SCHL. Les gens me demandent ce que veut dire absorption, mais vous pouvez faire une comparaison avec les ventes. Vous essayez de réaliser une vente le plus près possible de la date prévue. Et pour nous, l'absorption, c'est la vente effective, mais déclarée au terme, une fois que il y a achèvement. Parfois, la vente se fait avant la construction, et l'absorption, on en parle au moment de l'achèvement des travaux. Nous faisons beaucoup de catégorisation, par exemple, quel type d'appartement il s'agit. Deuxièmement, il y a le marché des condominiums, des coops,
marché locatif également, ça c'est une catégorisation. Nous faisons également un prix à l'écoulement pour les maisons individuelles et les semi-détachées. Et il y a d'autres lacunes que nous étudions, c'est pour les condominiums. Nous couvrons tous les centres d'au moins 10 000 habitants comme région de recensement, région métropolitaine de recensement. 10 000, c'est tous les trimestres et plus de 15 000, c'est mensuel. Autrement dit, nous revoyons les données et nous émettons des communiqués de presse, et c'est repris par la radio, la télévision, les journaux. Pour moins de 10 000, ce sont les régions rurales. Eh bien, nous faisons un échantillonnage des municipalités qui représentent la province en général. Par exemple, 4 ou 5 strates où les petites villes ne présenteraient pas beaucoup de projets, les grandes villes sans projets de construction, d'autres avec beaucoup de projets de construction, et on ferait au hasard comme ça une sélection pour obtenir quelque chose de plus représentatif à l'échelle provinciale. La deuxième enquête, c'est celle sur les logements locatifs, qui est réalisée 2 fois par année, en octobre et en avril. Ce n'est pas une enquête à proprement parler, c'est un échantillonnage. On voit ce qui se passe à l'échelle du Canada. Nous étudions 3 variables essentiellement, c'est-à-dire les taux d'inoccupation, les taux de disponibilité et les loyers. Ça remonte à il y a 5 ans. Nous avons des informations par univers. En ce qui concerne par exemple le chauffage, le câble, l'Internet, nous posons des questions et nous n'utilisons cependant pas cela dans la préparation des données pour l'instant. Nous couvrons tous les centres de 10 000 personnes et plus et nous avons un régime de sélection, c'est-à-dire que pour les petits centres, nous incluons tous les centres pour en arriver à des données qui soient statistiquement fiables. Voilà, c'est tout pour ça. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Troisième enquête dont je vais vous parler, c'est celle sur le marché locatif secondaire et les enquêtes sur le taux d'inoccupation des appartements. Donc, il s'agit d'unités de condominium qui ne sont pas louées. Nous avons ainsi établi un univers de la structure de condominium partout au Canada. Ce sont des appartements, seulement des appartements dans ce cas-là. Et nous contactons les gens au début de septembre tous les ans pour recueillir les informations, c'est-à-dire combien de ces unités sont louées par les propriétaires. Aux fins de statistiques, pour ce qui est du taux d'inoccupation, nous faisons une étude par rapport au nombre complet de condominiums. Il y a à peu près 16 centres qui sont énumérés en bas, qui sont visés, et nous envisageons d'être à Halifax en 2016. Ce qui est particulier à propos du taux d'inoccupation des condos, c'est que nous nous servons de cette question pour calculer l'investissement étranger. Comme nous parlons avec les propriétaires de ces gestions, nous cherchons à savoir combien de ces unités appartiennent à des gens qui ne résident pas au Canada. Alors, ce pourrait s'agir d'un Canadien qui vit à l'étranger ou simplement de quelqu'un qui n'est pas au Canada. Nous avons publié des détails l'année dernière à peu près à la même époque et cette année, pour l'année en cours, ce sera en décembre que nous publierons les détails.
Autre enquête, c'est l'enquête sur les loyers des appartements en copropriété. Nous contactons les locataires. La démarche est un petit peu bizarre par rapport aux autres, en ce sens que nous prenons la structure qui était en vigueur pour le taux de non-occupation et nous envoyons cela aux entreprises propriétaires ou de gestion et nous récupérons les données concernant les gens qui louent. Pourquoi? Parce que nous communiquons donc avec le service d'administration du condominium, mais il n'a pas toutes les informations nécessaires. Alors, on ne s'intéresse pas au coût. Alors, il y avait 16 centres dont je vous ai parlé. Nous ne les couvrons pas tous parce qu'il nous faut des échantillons assez gros auprès des locataires pour avoir des données valables. Tous les ans, c'est difficile d'atteindre un niveau statistiquement significatif parce que tout le monde ne participe pas. On comprend, les gens de Statistique Canada comprendront cela sans doute. Et maintenant, l'enquête auprès des ménages sur les loyers. Nous adressons donc aux locataires. Et dans ce cas-là, et dans le cas des loyers des appartements, nous sous-traitons. C'est Cathy qui le fait, qui est Computer Assisted System. Et nous lui donnons une liste de téléphones et à ce moment-là, on fait une étude de tous les gens qui occupent donc des appartements à titre de locataire. Et on ne parle ici que des structures qui ont au moins 3 unités de location. Autrement dit, les duplex à Montréal, c'est pas couvert par ça. Les unités indépendantes non plus. Mais ici, on commence uniquement à 3. Nous effectuons ces sondages par le centre ici et nous essayons de pouvoir avoir un tableau assez complet pour chaque marché. 2 autres enquêtes. D'abord, l'enquête auprès des copropriétaires, uniquement à Toronto et à Vancouver, parce que c'est là où on a identifié la plupart des enjeux concernant les condos dans le passé. À Montréal, à Calgary, il y a donc se constituent d'autres centres où nous devrions faire quelque chose dans l'avenir, mais à cause des priorités et des coûts, ce n'est certainement pas ce dont on se préoccupe en partant. Alors là, on étudie l'hypothèque, la valeur de l'emprunt par rapport à la valeur, le rapport prix-valeur, les motivations, le nombre d'unités secondaires. Nous avons 2 profils. Les unités simples, c'est que ce sont les gens donc qui vivent là, les propriétaires. Ce sont des gens qui pourraient vendre dans 2 ans et acheter autre chose, comme une unité détachée ou quelque chose de gros. Mais ça, c'est pas une partie très importante. La deuxième partie, les plus, c'est-à-dire ça concerne les propriétaires de plus d'un condominium. Ils sont des résidents principaux, mais ils ont une autre unité sur le côté. Et nous voulons savoir si c'est simplement pour investir, si c'est pour avoir quelque chose pour l'enfant quand il ira à l'université. Il pourrait peut-être vouloir aller à Toronto, avoir un lieu où s'installer. Ça, c'est dans le cas d'un propriétaire qui n'est pas résident. Il y a des propriétaires aussi qui pourraient être à risque si jamais il y avait un ajustement très fort des prix au pays. Et cette enquête est réalisée en août-septembre à Vancouver-Toronto par des tiers. Dernière enquête dont nous avons la charge, c'est l'enquête sur les résidences pour personnes âgées, réalisée une fois par an, en février-mars. Nous faisons cela depuis
2008, je crois. Il est question d'étudier toutes les structures au Canada. Elle est relativement complexe. Nous avons un mandat pan-canadien, donc nous devons produire des données qui soient valables pour l'ensemble du pays. Il y a énormément de différences d'une province à l'autre dans le cadre du marché immobilier. Au Québec, c'est une approche à la carte. Dans d'autres provinces, on englobe tout le monde. Donc, il faut essayer de pouvoir dresser un tableau qui va faire le bonheur de tout le monde. Et nous avons donc identifié le genre de structure qui nous intéresse. Et la majorité des résidents doit avoir 65 ans au plus. Les résidents doivent offrir un service de repas sur place. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais ensuite, nous ne nous intéressons pas aux facilités parce que parfois il faut faire une dizaine d'enquêtes pour arriver à avoir un résultat. Donc 10 unités plus pour l'Ontario et le Québec qui doivent avoir été ouvertes depuis au moins 1 an. L'objectif ici est de recueillir les données sur les loyers, les taux d'inoccupation par type d'unité, les commodités, les services publics, la date d'ouverture et ce que nous publions donc mensuellement. Alors, où sont toutes ces enquêtes? Eh bien, vous ne savez peut-être pas que nous produisons des rapports gratuitement sur notre site web et il vous appartient d'aller voir les résultats. Nous faisons état des données, nous produisons des rapports mensuellement dans le cadre de certaines enquêtes et nous avons un site web. Alors, un ajout intéressant il y a 2 ans qui a été apporté à notre site web, c'est le portail sur le marché locatif. C'est-à-dire, il y a une véritable mine de données là-dedans. Vous pouvez dire exactement ce que vous voulez. Vous allez obtenir toutes les données qui ont été recueillies dans le cadre de nos enquêtes. Je crois que les données remontent à 1990 pour ce qui est de toutes les données recueillies. Et je suis sûr que dans le cas du marché locatif, donc, c'est également valable. Nous produisons également beaucoup de séries temporisées en collaboration avec le Conference Board et d'autres. Et même dans le cas des données ouvertes, le gouvernement fédéral a un site où il y a des données. Et nous répondons à des demandes spéciales, très souvent, portant sur ce que veulent les gens. Des gens qui veulent Vancouver, mais pas à Vancouver de telle date à telle date. Il faut donc trier l'information. Il y a un coût pour ces demandes spéciales, juste pour que vous le sachiez. Le coût, ce n'est pas pour les données, c'est pour le temps qu'il nous faut pour produire ces données. Autre chose, c'est très important, et nos amis de Statistique Canada seront certainement d'accord, la confidentialité, c'est la clé de nos enquêtes. Nous produisons des données qui permettent, enfin, si l'on recueille des données qui permettent l'identification des fournisseurs de données, ils vont refuser de participer à l'avenir. Donc l'accès aux dossiers individuels sont limités à mon volet. Nous avons une porte à double verrouillage. Il faut un lien spécial, une autorisation très particulière. C'est donc très bien protégé tout cela. On a élaboré des outils. Notre équipe d'informatique les a élaborés, ces outils. Et cela nous permet d'extraire des informations sur la base, par exemple, d'un point avec un rayon auto. Alors, par exemple, l'enquête sur le marché locatif. J'aimerais connaître le prix moyen pour une unité à 2 chambres à coucher à 1 kilomètre du 700 chemin Montréal, par exemple, ici à Ottawa. Cet outil nous permet de fournir des informations qui ne s'appuient pas
sur des zones autres et ça nous permet de maintenir la fiabilité statistique et la confidentialité, nos deux principales préoccupations. Alors ça, c'était ma présentation au sujet des enquêtes. C'est ce que nous recueillons ici à la SCHL, comme je l'ai mentionné. Il y a d'autres données que nous produisons pour ce qui est des assurances commerciales, hypothèques, etc. Mais je ne suis pas spécialiste en la matière, alors je ne vais pas vous en parler davantage. En 2014, il y a eu une initiative qui a été lancée. C'est l'initiative sur les lacunes dans les données de l'habitation. C'est toujours en cours. À l'époque, nous avons fouillé la raison de savoir pourquoi faire cela. En 2006, on a lancé une initiative pareille. Nous avons fait de la consultation, etc. Je travaille depuis longtemps. C'est la Société d'hypothèques et de logement. Cette initiative est beaucoup plus vaste que celle qui l'a précédée. Nous ne voulons pas simplement ajouter des données. Nous prolongeons notre collaboration avec d'autres ministères fédéraux, Statistique Canada notamment, le ministère des Finances, la Banque du Canada, le bureau du surintendant des institutions financières. Et nous essayons d'élargir notre intervention, pas juste des partenaires fédéraux, mais des parties prenantes partout au pays, entreprises privées, associations, comme beaucoup d'entre vous ici. Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Comme je l'ai dit, nous avons commencé en 2014. Nous avons mené une consultation initiale au sujet du financement et du marché immobilier. Donc les besoins en immobilier, le sujet qui vous occupe surtout, j'imagine, ça va démarrer bientôt en 2016. La bonne nouvelle est que si vous avez une idée et que vous pensez qu'il serait utile de nous en parler, faites-le. Il y aura des consultations à l'échelle du pays avec beaucoup de groupes. Donc, nous avons fait cela en 2014. En juin de cette année, il y a eu une table ronde pour les parties prenantes qui nous a permis d'identifier les principales lacunes dans les données. Ces lacunes ont été identifiées. On a établi un ordre de priorité et on envisage leur faisabilité. Les gens veulent beaucoup de choses, mais ça n'est pas toujours faisable. On a besoin de beaucoup plus de ressources que ce que nous avons. Mais sur cette base, nous établissons un ordre de priorité. Et le principal écart, la principale lacune, comme je l'ai dit, c'est lié au marché et au financement. Alors, on a un portrait de tout le marché hypothécaire. Il y a les hypothèques qui ont été remboursées, celles qui sont en cours, celles pour lesquelles il y a un arriéré, etc. Nous sommes responsables d'une partie du marché, mais pas tout le marché. Donc, tous ces prêts hypothécaires nous intéressent en cas de défaut, les saisies hypothécaires, etc. Et nous voulons livrer tout cela aux Canadiens. Pour ce qui est du marché du logement, la situation du marché de la copropriété, ça nous intéresse de très près. D'où cette enquête sur la copropriété lancée il y a 2 ans. C'est l'investissement étranger qui est le gros morceau. C'est ce qui a attiré le plus l'attention des journalistes ces mois derniers. Donc nous avons ajouté une question dans notre enquête sur les condominiums pour recueillir de l'information. Mais nous sommes intéressés par tout ce qui pourrait nous aider côté prix de l'immobilier. Il y a quelques mois, nous avons lancé l'analyse et l'évaluation du logement. On l'a rebaptisé depuis. Ça nous fournit des informations sur différents centres sur la base de 4 critères. Est-ce qu'on construit trop? Est-ce que le prix est trop élevé, exagéré, etc. Ça a été diffusé dans certaines de nos publications. Donc, on veut combler ces lacunes, mais il reste encore beaucoup à faire. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du sondage sur les mises en chantier, nous avons commencé à accéder
aux renseignements sur les nouveaux chantiers. Donc, chaque fois qu'il y a une initiative pour construire des suites supplémentaires, nous faisons un rapport. Donc, si par exemple, si c'est une chambre dans le sous-sol, pas de cuisine, pas de salle de bain, on n'en tiendra pas compte. Ce ne sera pas appelé une suite. Une suite, ça doit être un logement complet. Pour ce qui est des besoins en matière de logement, c'est à venir. Je vais en parler dans quelques instants. Alors, le plan pour l'instant est de continuer de jouer notre rôle de façon active auprès de différents groupes, organismes gouvernementaux, prêteurs, banques, etc. Parce que nous nous concentrons sur le financement et le marché immobilier. Nous continuerons d'examiner les lacunes lorsque nous pouvons faire ce travail de notre propre chef, mais souvent ce sera avec l'appui d'autres groupes, notamment Statistique Canada, clairement. Comme je l'ai dit, les besoins en logement nous occupent. Nous avons commencé en 2015, 2013, 14, 15. Nous avons mis l'équipe en place pour analyser le besoin à l'interne. Nous aurons plus de consultations cette année, donc à l'interne et sans doute à l'externe par la suite. Et nous allons essayer de trouver un maximum d'informations. L'offre, les tendances, il y a aussi des informations sur les aînés, c'est assez important pour vous? Ça vous occupe? On a eu au moins 2 présentations sur les aînés aujourd'hui, donc on se penche là-dessus. Et on cherche à collaborer avec des personnes qui ont de l'information comme notre collègue de la Colombie-Britannique, donc côté demande, et pas côté offre, comme notre enquête. Nous avons donc identifié des lacunes. J'ai parlé de 2016. J'ai couvert tous ces éléments-là, donc je passe à la diapo suivante. Je vais la parcourir rapidement. Si vous avez des questions, libre à vous de les poser. J'ai déjà couvert tout ça. Je vais conclure avec le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Eh bien, si il y a des lacunes, le problème est qu'on a besoin de les combler. Si on en a décelé, il faut les combler. Et il s'agit aussi pour nous de réfuter les propos qui sont fallacieux, surtout côté investissement étranger. Les gens disent c'est 20%, 30%, la propriété étrangère. Ce serait bien de combler ces écarts pour pouvoir réfuter certaines choses et surtout lorsqu'il s'agit de questions sensibles. Ça ne peut pas se faire en l'espace d'1 an. Il faudra peut-être 1 ou 2 ans avant de pouvoir combler toutes ces lacunes, mais ça nous préoccupe, on y œuvre à la SCHL. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Dans la salle ou sur le web. David? Donc, Pierre, on a parlé de l'importance des données sur les mises en chantier dans le domaine des transports en commun. Je voulais le souligner. Alors, c'est officiel maintenant. Deuxièmement, en définitive, une des ramifications de ce que je disais est que l'on s'attend à ce que beaucoup plus de ménages vivent dans des logements à familles multiples. 85% des familles avec enfants, à l'heure actuelle, habitent des logements au niveau du sol, mais on n'a pas le nombre des chambres à coucher ni des hauteurs des plafonds dans les appartements. Alors ma question est de savoir dans quelle mesure il serait difficile d'ajouter cela, au moins un minimum pour que cela cadre avec le recensement et cette base de données. Je suis heureux que vous posiez cette question parce qu'on y a déjà œuvré. On recueille
des données sur les étages depuis quelque temps, 1 an environ, et on recueille aussi le nombre des chambres à coucher pour les logements locatifs et les condominiums. Même chose pour les hauteurs de plafond, pour les unités de condominium en copropriété et les logements locatifs. On va sans doute mettre tout cela en place cette année dans le cadre de notre enquête. Et en ce moment, nous avons les logements unifamiliaux et les appartements au niveau du sol. Et il y a une autre catégorie qu'on va ajouter. Il y a les logements, les appartements, les immeubles appartements à faible hauteur. On y œuvre donc avec Statistique Canada. L'autre chose, c'est ceci. Au sujet de la propriété étrangère, il semble, d'après des études sur le terrain qu'on ait vu, juste des échantillons, qu'en fait, la situation sur certains marchés, c'était du canadianisme par étapes. C'est l'occupation par une famille en séquence. Et donc, ils comptent s'installer et devenir des résidents. Mais ils ont des relations très étroites avec un autre pays, leur pays d'origine, en même temps. Les économistes qui travaillent pour nous ont essayé de définir cela en disant que ça n'existe plus, en disant non, il n'y a pas beaucoup de propriétés étrangères. Ils ont voulu balayer cela sous le tapis. La réalité est qu'il pourrait s'agir de propriétés hybrides, si vous voulez. Ils trichent peut-être, mais ils agissent comme des résidents et il faut les traiter en même temps comme des résidents. Alors, pour ce qui est de l'investissement étranger, c'est très difficile de le cerner, cet investissement. Par exemple, si votre fils est résident permanent à Toronto, mais il vient d'Inde, par exemple, vous lui donnez $1 million pour qu'il puisse acheter un condominium. Il est résident permanent, il achète la maison. Donc, pour nous, c'est un propriétaire investisseur. C'est difficile à identifier, à cerner. Mais ce sont des choses auxquelles nous avons réfléchi. Nous allons essayer de les cerner. Nous essayons de faire des choses qui peuvent être faites aisément et on essaie de trouver le moyen de faire des choses plus complexes par la suite. Est-ce qu'on pourrait vous convaincre de faire des enquêtes sur le marché secondaire dans des localités avec moins de 10 000 habitants? Je pense que vous évoquez l'enquête sur la copropriété, non, toutes les enquêtes pour le volet secondaire. En gros, on a identifié 16 principaux centres. On utilise les chiffres de Statistique Canada pour déterminer là où on devrait nous rendre. Je sais que vous venez du Manitoba. Est-ce que Winnipeg est couvert? Je ne sais pas. Il y a Saskatoon. C'est le seul, Winnipeg. Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe avec le marché secondaire ailleurs. Encore une fois, c'est une question de coût et de priorité. Me convaincre, moi, ça ne sera pas difficile. Je suis convaincue dès lors que vous me posez la question. Ce sont mes supérieurs qui devront être convaincus avec un bon plan commercial. Est-ce que c'est juste une question d'enrichissement des données, contribution financière, ou est-ce qu'il faudrait que Statistique Canada change ses méthodes de sondage? Je pense que c'est plus complexe. Côté copropriété, il y a combien de condominiums dans les centres avec moins de 10 000 habitants? C'est tellement petit, cette base, qu'on ne pourra pas produire beaucoup de données. Si vous parlez d'autre chose que des condominiums, donc maisons familiales, semi-familiales, à louer, suites ou autres, les grands centres urbains ont davantage une idée de ce qui se passe. Et ça nous permet donc de demander des données. C'est plus difficile avec les plus petits centres. Dans certains de ces cas, on travaille à partir de numéros de téléphone. Le numéro de téléphone, lorsqu'on essaie de joindre toute la population, si on utilise des lignes terrestres,
on concentre nos efforts sur des personnes plus âgées. Donc maintenant, il nous faudra assurer une meilleure couverture avec les numéros de téléphone cellulaire. Une fois qu'on aura une approche plus générale, eh bien, nous nous attarderons peut-être sur des plus petits centres, en effet. S'il y a des centres en particulier qui vous intéressent et s'il y a un besoin, et si c'est identifié, il y a toujours moyen de collaborer. Quant à savoir comment ça pourrait être fait, etc., j'ai des cartes, on pourra en discuter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan officiel. Allez-y. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toute l'ensemble des collectes de données que la SHL fait. La SHL les utilise avec beaucoup d'intérêt. Puis, j'aimerais savoir, quand vous partez les collectes de données, est-ce que vous avez une préoccupation de consulter les autres intervenants pour leurs besoins? Est-ce qu'il y a une ouverture à un partenariat? Parce que je me rends compte que les besoins en information sont pratiquement les mêmes besoins un peu partout. Est-ce qu'il y a une ouverture à une sorte de partenariat pour aller chercher les besoins, pour les couvrir? Si je prends par exemple l'enquête sur le logement locatif, ce sont des données qu'on utilise beaucoup, mais on a beaucoup de limites parce que les indicateurs qui sortent de cette enquête, par exemple le taux d'occupation, le taux de disponibilité, sont souvent selon certains découpages territoriaux qui ne s'appliquent pas forcément au découpage du Québec. Et les découpages du Québec, on utilise pour paramétriser l'admissibilité à nos programmes. Donc, ces indicateurs qui sont fort utiles pour paramétriser les indicateurs de l'admissibilité à nos programmes ne sont pas selon le découpage territorial pour la distribution de nos programmes. Donc, on a comme un problème de l'application de ces indicateurs. Donc, j'aimerais savoir si... OK. C'est une très bonne question, puis je pense que je vais pouvoir vous donner une réponse qui va vous plaire. Nous, on a les points individuels de chacune des structures où on fait la collecte des informations pour le marché locatif. On utilise une géographie que l'on a définie avec le Bureau de Montréal, qui doivent être en contact avec différents intervenants au niveau de la province, comme dans toutes les provinces d'ailleurs. Ceci dit, on a besoin d'avoir une approche qui est standard à travers le pays. Ce que j'allais vous donner comme réponse, c'est que si vous voulez avoir une nouvelle, différente, par exemple, géographie, vous pouvez nous envoyer la demande et puis on va pouvoir faire la compilation de ces données-là. Comme je dis, des fois, il y a des coûts associés à ça, mais dépendant de la requête, du type de requête et tout ça, je suis certain qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et les données seront seulement produites si elles respectent les niveaux de confidentialité, évidemment, et si elles respectent aussi nos niveaux de signification statistique. Donc, on ne produira pas de données qui ne sont pas statistiquement valables. Mais oui, je crois que ça pourrait être fait. Vous pourrez prendre une de mes cartes aussi en sortant, et puis vous m'appellerez, puis on en discutera davantage. J'ai une dernière question pour vous, Pierre. Vous avez parlé du taux de vacances des condos, ou plutôt du taux d'absorption. Oui. Et lorsque vous avez parlé des condos, vous avez dit que vous mesurez ou que vous voulez mesurer le prix à l'achèvement du chantier. En fait, ce que nous voulons faire, c'est mesurer le prix à la vente. Et nous voulons aussi avoir la date de vente. L'absorption, c'est historique, ce travail. Nous le faisons depuis longtemps. Parce que nous ne pouvons pas obtenir le prix de vente le jour de la vente. Pendant le chantier, nous recueillons des données et nous diffusons les données sur les ventes lors de l'achèvement. Et nous appelons cela l'absorption. Mais pour ce qui est des lacunes, encore une fois, c'est moins facile que ça n'en a l'air, mais nous essayons de recueillir le prix unitaire pour chaque condominium le plus rapidement possible. Donc l'approche, c'est de recueillir les prix avant
le début du chantier. Donc, ils auront une annonce et ils diront 20% vendus. C'est ce que nous visons à ce stade-là, avant même qu'il y ait une seule pelletée de terre de remuer. Donc, il faudrait qu'on cause. On a déjà discuté. On a déjà discuté plusieurs fois, mais vu ce que nous faisons pour la nouvelle enquête sur les condos locatifs, ce serait très porteur. Il faudrait qu'on discute. Je pense que cette séance a été très utile. Ne serait-ce que parce qu'on peut commencer à faire ces liens et saisir ou voir des occasions pour des effets de levier avec des projets qui se déroulent déjà. Vous avez votre module sur les hypothèques, la sécurité financière. Ça s'en vient, ce serait bientôt finalisé. Mais vous avez parlé des indicateurs financiers sur le logement, l'endettement hypothécaire, etc. Et encore d'autres occasions donc pour des effets de levier. Statistique Canada, je ne sais pas quel groupe serait au courant ou participerait à la consultation, je ne sais pas à quel niveau non plus. Mais il y aura des consultations avec Statistique Canada, clairement. Et notre groupe aussi, le groupe de travail, etc. On a déjà œuvré ensemble et cela va se poursuivre assurément. Alors, si Duncan a quelques mots à dire, merci beaucoup.